bienvenue sur la chaîne Projet Révélation. Radu Sinamar, seconde partie, tome 6, chapitre 1, La Terre en coupe. Parmi ceux d'entre vous, qui n'ont aucune connaissance préalable des circonstances entourant Radu Sinamar, et ses précédents travaux, je vous conseille de visionner la première partie, disponible en dessous de la vidéo à partir du lien ou à partir de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre du 6e tome de Radu Sinamar, intitulé « Une jeunesse oubliée ». Cependant, afin d'éclaircir certains passages du 6e tome, j'ai décidé de citer le message de Radu Sinamar, dévoilé à partir du 3e tome, intitulé « À l'intérieur de la Terre » en France, mais qui est en réalité son 5e livre en Roumanie. Radu Sinamar a donc laissé davantage d'informations à partir de son introduction en termes d'argumentation, qui a été écrit le 10 janvier 2017. Cependant, pour ceux qui désirent passer cette introduction, ainsi que la suivante, qui sera la note de Radu Sinamar concernant le 6e tome, je vous ai mis en lien, à partir de la description, le début du premier chapitre, vous avez juste à cliquer dessus. Enfin, la lecture demandera une concentration, donc écoutez cette vidéo au calme afin de bien suivre ce qui va être dit. La note de l'auteur commence ainsi. Après la publication du 4e tome, j'ai considéré que ce qui avait été dévoilé dans cette série était suffisant. Je n'avais aucune intention de tomber dans une présentation rocambolesque, d'autant plus que ma nouvelle position au sein du département 0 m'accaparait et était plus importante. J'ai expliqué à César mon point de vue, et d'une certaine manière il fut d'accord, mais il insista sur le fait qu'il serait bon de continuer les divulgations, car le monde a besoin de connaître la réalité au-delà des apparences. À cette époque, j'étais trop excité et émerveillé par le cours des événements, qui intervenaient dans ma vie pour tenir compte de ces paroles. Après plusieurs années, j'ai commencé à réaliser qu'il fallait retourner à la réalité pour faire connaître au monde les nouveaux événements. Une contribution majeure à la présente décision le fut, grâce au lecteur de mes livres. L'éditeur m'apprit, qu'en ces temps de silence de ma part, il y avait eu d'innombrables appels, questions et exhortations de leur part, pour savoir s'il y aurait une poursuite de la série. Cet ouvrage répond à leur longue attente et j'espère qu'ils apprécieront. Concernant le présent volume, je peux dire que des pressions ont été faites par certains facteurs puissants, aussi bien politiques que hors politique, qui m'ont poussé à continuer les divulgations. Il y eut également un revers de médaille, dont des intérêts plus ou moins occultes, qui ont fusionné avec des mises en garde, et des menaces de la part de certaines personnes importantes au pouvoir, afin que ces publications cessent. Pour comprendre la complexité et les objectifs de ces intrigues, vous devez être dans la ruche. La difficulté majeure réside dans le fait que vous n'êtes pas autorisé à divulguer la presque totalité des informations. Même si le département 0 est un cas spécial, dans l'appareil de l'État, ce qui lui assure une certaine indépendance, il a fallu beaucoup de diplomatie, de nombreuses discussions et interventions de la part du général Obada et de César, pour que les 4 premiers ouvrages apparaissent sur le marché. Malheureusement, le général Obada n'est plus parmi nous. Il est décédé en mai 2011 des suites d'un accident vasculaire cérébral. Je ne peux pas en dire plus sur ce dossier car il est classé. Je veux juste rappeler au lecteur, qu'à mon avis, le général Obada était l'un des plus grands patriotes que ce pays ait connu. Même si son influence restait cachée, elle a pourtant été décisive dans des moments clés pour la sûreté de l'État. Sa mort a porté un coup sévère au département, qui a été secoué jusqu'à dans ses fondations, et, au début 2012, il a été même en danger de dissolution, et assimilé à une autre structure de l'État. Cependant, la position importante que César avait acquise, ainsi que son extraordinaire capacité à résoudre les situations délicates, contribuèrent non seulement au maintien du département, mais aussi à son renforcement. Ses relations influentes et le respect dont il jouit aujourd'hui dans les structures similaires depuis l'étranger, ont beaucoup contribué à la préservation du statu quo. Sur la base des nouveaux événements et besoins, la structure et le fonctionnement du département 0 ont été redessinés. Comme c'était un mouvement naturel, la fonction du général Obada a été reprise par César, et à la place de César fut nommé le lieutenant Nicolas. Pour ma part, je suis resté à la tête de la section de formation, dit non conventionnelle. En outre, en 2014, j'ai reçu la charge d'établir et gérer une direction spéciale de liaison et de collaboration avec les services étrangers, mais uniquement dans le sens d'informations sensibles communément appelées opérations limites. Cela concerne tous les phénomènes de type K, qui se déroulent sur la Terre ou dans l'espace,
mais surtout ceux liés à la salle des projections et aux 3 tunnels. La décision de César de me confier cette section s'inspire de l'expérience que j'avais cumulée en relation avec certaines agences d'information américaines. Cela m'a permis de poser les fondations relationnelles avec des membres de certains services de l'Ouest, utilisant ainsi des connaissances en diplomatie que je détenais déjà. Pour moi, l'avantage le plus important que je tirais de mes nouvelles fonctions était l'augmentation dans le niveau d'autorisation. J'avais ainsi un accès libre et direct concernant la salle des projections. Je ne parle pas d'un niveau de sécurité gouvernementale, mais de la sécurité interne, une autorisation spéciale remise par le département 0, en liaison avec une section spéciale du Pentagone. Ce type d'arrangement très spécial a été fixé en 2005, afin de réduire drastiquement l'accès de type politique. Par exemple, le département de la défense américaine et une certaine commission spécifique du Parlement roumain avaient fait pression pour obtenir une extension de la liste des personnes admises dans la salle des projections, et même pour obtenir un certain contrôle sur le site. À cette époque, le colonel Obada et César avaient réalisé qu'il leur serait difficile de gérer l'avalanche des forces et des intérêts qui enviaient l'accès au complexe du Busagi. Par conséquent, à travers diverses relations et interventions, ils avaient pu dans un premier temps, limiter la participation politique américaine et roumaine à une présence minime, avec un seul représentant de chaque département de la défense. On ne parle pas ici d'un complexe militaire ou industriel, mais plutôt d'une réunion de sécurité, destinée à maintenir un équilibre des intérêts, qui dans le cas de l'emplacement du Busagi, est hautement sensible. Les discussions et les arrangements préalables ont généré beaucoup de tensions, il y eut des retards et même certaines menaces voilées, d'un côté comme de l'autre. Enfin, les événements furent convenus, d'un commun accord entre les militaires et les négociateurs politiques, invoquant la raison du déni plausible. Pour nous, c'était une façon diplomatique d'éviter la contribution politique, où les influences et les intérêts sont compliqués. Si ces intérêts étaient autorisés à prendre le pouvoir, ou à prendre un certain ascendant d'une manière ou d'une autre, les choses pourraient échapper rapidement à tout contrôle, en particulier dans le contexte géopolitique actuel. Par conséquent, il fut décidé d'un contrôle exclusivement militarisé. En fait, les choses sont plus complexes, donc concernant ce sujet, pour le moment, je ne m'étendrai pas davantage. Pour ma part, un accès libre à la salle des projections fut une véritable bouffée d'oxygène. La mort du général Obada avait laissé un grand vide, une grande perte pour notre département. Pendant un temps, il fut compliqué de maintenir le bon fonctionnement de la base à cause des pressions extérieures, qui cherchaient une prise de contrôle du département et du site du Busagi. Mais la personnalité, la maturité et le sang-froid de César, ainsi que le dévouement remarquable d'autres personnes du département, rendirent possible la continuité des activités. Le problème fut posé, tant au niveau des services secrets roumains et américains, qu'au niveau des 2 départements de la défense. Dans une certaine mesure, la situation était comparable à celle de 2005, ce dont nous avons parlé plus haut, mais cela était dorénavant plus simple à résoudre, en raison de la vaste expérience acquise, ainsi que de nouvelles découvertes qui avaient été réalisées. Du côté américain, le général Rodet possédait une grande influence, et il avait un lien étroit d'amitié avec le général Obada. Lors de la rencontre bilatérale qui se déroula en 2012, une surprenante intervention bénéfique vint de la part de l'envoyé spécial du Pentagone, l'amiral Ken Hudson, qui apparemment possédait un mandat spécial. Plus tard, César m'avoua que c'était à cette occasion que fut supprimée définitivement l'influence nocive d'une importante loge de l'organisation. Les eaux troubles furent calmes, notre département continua son activité, sa structure fut améliorée, les fonds furent augmentés, et le partenariat avec les Américains fut fructueux, d'un point de vue technologique pour la sécurité de la région. En comparaison avec la visite de 2003, quand nous sommes arrivés pour la première fois dans cet endroit, l'extérieur était méconnaissable. Le relief entourant le site avait été légèrement modifié, afin de permettre une surveillance accrue du complexe, de disposer d'un meilleur contrôle, et par extension, de disposer d'une meilleure utilisation, concernant la projection holographique. À présent, grâce à un aménagement spécifique près de l'entrée de la grande galerie, tout était contrôlé depuis l'intérieur de la montagne. La tendance des Américains était de reproduire la structure de leur propre base des monts Cheyenne. Cependant, la technologie apportée et appliquée, dans le cas des monts Busagi, était plus avancée que celle de leur propre base.
bien qu'en 2014, je pus me rendre plusieurs fois à l'intérieur de la salle des projections, accompagné par César, ou bien y entrer librement et seul. La nature de ma nouvelle fonction me permet d'établir la liste des personnes qui peuvent entrer dans la salle et des personnes qui les accompagnent, ainsi que d'établir le temps alloué à leur visite. Le protocole est très strict et assez compliqué, car le personnel militaire est amené à se poser des questions concernant le fait que des équipes scientifiques visitent régulièrement le site. Cependant, même si ces équipes ne sont jamais composées de plus de 3 personnes, l'analyse des documents montre que l'endroit a été visité au fil des ans par des dizaines de scientifiques du monde entier. Parmi les visites, durant les 13 années qui s'écoulèrent depuis la découverte, seuls 9 chercheurs purent entrer dans la chambre, afin d'y étudier ce qui s'y trouve. Le reste étudia les preuves rapportées, ainsi que les données fournies au laboratoire construit à l'intérieur de la montagne, près de l'entrée, ou dans celui qui fut créé près de Bucarest. Probablement beaucoup de lecteurs imaginent que la grande galerie et la salle des projections sont une sorte de musée dans lequel l'afflux de visiteurs est intense et évolue de manière continue. Ici, le problème réside dans la nature de la découverte. Elle comporte une série de caractéristiques qui souvent peuvent être bouleversantes pour la psyché et le mental des êtres humains. Je pense que le rendu le plus approprié de la situation pourrait être résumé ainsi. C'est comme ressentir une transformation inattendue de comportement et de pensée, immédiatement après avoir pénétré dans la grande galerie. Une fois dans la salle des projections, l'esprit tend à être isolé par les souvenirs et les pensées, d'une manière qui peut difficilement être décrite. C'est une sorte de suspension et de calme. Les pensées sont rares et accompagnées d'une sorte d'émotion très profonde, touchant presque au sacré. Au début, lors de mes premières visites, j'ai pensé que ce sentiment provenait de la grandeur extraordinaire de la construction, de la rencontre avec cette technologie très avancée, et de la situation inhabituelle. Dans les années qui suivirent, je réalisais que le phénomène se perpétuait à l'identique, ce qui signifiait qu'il n'était pas causé par certaines tendances subjectives, mais qu'il était une conséquence de la vibration particulière de l'endroit. L'impression générale que l'on pourrait constater est celle d'un autre monde, et cela n'est pas seulement à cause des spécificités technologiques et des objets à l'intérieur, mais surtout par l'apparition d'une connaissance intuitive qui modifie la nature de vos pensées et de vos actions. L'impulsion méditative, ainsi que la relaxation y sont très accentuées, d'autant plus qu'une force, dite étrange, nous pousse vers des pensées nobles, vers des aspirations édifiantes, et tout ce qui peut paraître bon et beau. Nous avons rapidement compris que l'accès en ce lieu particulier ne peut être attribué envers une certaine catégorie de personnes. Certes, il nécessite une préparation adéquate sur le plan psychologique et mental. Même les effectifs affectés à des tâches de routine sont choisis parmi les officiers supérieurs et doivent suivre des formations spécifiques. Sans un entraînement psycho-mental adéquat, l'accès à la salle s'accompagne d'un risque de manifestation étrange qui adviendra ultérieurement. César me confia que ces questions avaient été soulevées et à peine comprises après avoir remarqué le comportement étrange de certains soldats qui, par la nature de la situation, étaient présents au sein du complexe immédiatement après sa découverte. Ces individus semblaient à côté de la réalité et ne purent se remettre complètement au travail qu'après quelques semaines. Les fonctions motrices étaient aussi touchées, les mouvements du corps devenaient rigides, mais cela concernait aussi les déplacements, le regard restait fixé sur un seul point, même avec des stimuli visuels et des sonorités puissantes. C'est à ce moment précis que fut décidée la création d'un tout nouveau programme pour la préparation et la mise au point d'essais appropriés pour les postulants. Une fois que fut fondé le service de contre-espionnage que je conduis, j'ai revu en grande partie ce protocole et l'ai adapté à la nécessité actuelle. Cela a toujours été l'un des points sensibles au sein des discussions concernant les partenariats de différents pays auxquels nous sommes liés. Il ne semble pas comprendre que la salle des projections est plus qu'une simple cavité physique à l'intérieur de la montagne et pourvue d'une technologie. En fait, on peut parler d'une vision différente, d'abord, d'une différence colossale liée à la technologie, mais aussi cette salle est un fait, difficile à concevoir, pour la science moderne. Assez rapidement, nous avons conclu que pour comprendre correctement ce que représente le complexe souterrain dans les monts Bucégy, il est nécessaire de nous débarrasser d'une grande partie du paradigme strictement matérialiste, ainsi que des principes de la science actuelle. Une preuve dans ce sens est le fait que depuis le début, jusqu'en 2010,
les scientifiques qui ont participé à l'étude du site ne pouvaient fournir aucune explication sur divers aspects et points d'interrogation concernant cet endroit. Mais ce n'est pas la raison principale. L'aspect le plus important est qu'à l'intérieur de la grande galerie, et surtout dans la salle des projections, la fréquence vibratoire de l'être biologique change. C'est là la clé, qui permet de comprendre tous les processus qui surviennent et qui apparaissent étrangement, et qui se déroulent, dans la psyché et la mentalité humaine, ainsi que dans les perceptions, dites anormales, lorsqu'on est amené à pénétrer dans les 3 tunnels, depuis le point de départ de la salle des projections. L'expérience que j'ai vécue, lors de la première expédition vers la chambre occulte d'Égypte, m'a profondément marqué. Non seulement par les découvertes, mais aussi par les spécificités des états modifiés de conscience qui y sont liés, auxquels j'y ai prêté attention, au cours de ce premier voyage à travers le tunnel. En fait, je pensais que les expéditions à travers les 2 autres tunnels seraient semblables à celles du premier, mais la réalité s'avéra tout à fait différente. Jusqu'à la fin de l'année 2014, j'ai découvert tout cela, à travers les histoires de César. Ce n'est qu'après avoir été nommé au département, que j'eus la possibilité de partir en expédition vers les 2 autres tunnels. César réalisa plusieurs voyages, surtout à travers le second tunnel vers le centre de la Terre, et certains voyages ont duré plusieurs mois. J'ai cherché à combler son absence par une préparation personnelle minutieuse dans le domaine ésotérique et le paranormal. Et après mon intégration dans la structure du département, je me suis consacré à l'organisation, à l'entraînement et l'acquisition de l'expérience nécessaire dans ce domaine très difficile et complexe des services secrets. Parmi les discussions que j'ai eues avec César, j'ai saisi l'importance de la préparation individuelle, comme une condition essentielle, afin de mener à bien les prochaines expéditions. Il me dit que, dans le cas du tunnel vers le centre de la Terre, et de celui vers l'Irak, les perceptions et ressentis étaient différentes, et nécessitaient un entraînement beaucoup plus intensif, que celui qui est préparé pour l'entrée du complexe du Bussaji. Les mots de César ont suscité ma curiosité, mais j'ai attendu patiemment, en essayant d'être à la hauteur, et en suivant à la lettre les indications des séances d'entraînement, ainsi qu'une formation, dite spéciale, concernant la visualisation à distance, venue des États-Unis. Cependant, après la mort du général Obada, la situation devint tendue, et les périodes d'absence de César se vinrent difficiles à vivre. Dans un sens, son rôle grandissait, afin de devenir celui d'un ambassadeur à l'intérieur de la Terre. Lors d'une discussion entre 2 voyages, il m'avoua s'être posé la question, s'il allait rester à l'intérieur de la Terre. La mort du général Obada changea les événements, et César revint conscient, qu'en son absence, le travail d'une vie, c'est-à-dire du général Obada, ainsi que tous les secrets que possédait le département, risquaient d'être exploités de manière égoïste et dramatique. Pendant cette période de tension, la rencontre avec Elinor fut un rayon de lumière. À la fin de l'année 2012, il vint subitement dans le pays pendant quelques jours, ce qui pour moi, fut comme une source d'eau au milieu du désert. Son apparence n'avait pas changé, il me semblait même légèrement plus jeune qu'avant. Il fit son apparition de manière unique et naturelle dans la chambre de sa villa, là où se situait la bibliothèque. J'étais là, dans l'un de mes rares moments libres, après avoir débuté mes fonctions dans le département, car la plupart du temps, je le passais à la base Alpha, ou dans des voyages à l'étranger pour le service. Soit ce fut une synchronicité remarquable, soit Elinor savait que j'étais dans sa villa. Quelle que soit la réponse, la surprise fut grande, et pendant 2 jours, cela fut un moment bien riche avec un débat et des conversations que nous avons partagées, qui resteront pour ma part, un des moments les plus remarquables de ma vie. Il m'indiqua que ces visites s'effectuaient tous les 6 ou 7 ans. Des gens comme lui ou le docteur Xien avaient un statut spécifique, et leur mission se déroulait habituellement sur de très longues périodes. Mais, tandis que le docteur Xien agissait sur ordres gouvernementaux, Elinor appartenait à une catégorie d'invisibles, et intensément poursuivie par certaines sociétés occultes, et principalement par l'organisation. Par conséquent, sa présence devait rester discrète, voire inexistante, et ses résidences actuelles à travers le monde devaient rester inconnues. À partir de 2013, César demeura la plupart du temps à la base Alpha. C'était comme un retour au bon vieux temps, lorsqu'on passait des heures et des heures à discuter ensemble, où je notais avec attention ses remarques, demandant des explications, qu'il me fournissait dans la foulée. Maintenant, l'apprentissage était terminé, et l'expérience acquise était consistante. On échangeait principalement, à partir des sujets qui concernaient ces déplacements extraordinaires situés à l'intérieur de la Terre,
y compris de ces mondes mystérieux, et des phénomènes qui les caractérisaient, des implications de ces savoirs et de nombreuses variantes et plans possibles afin d'obtenir un résultat bénéfique pour le pays. Je pense que l'automne 2014 fut le meilleur moment de ma vie. Si quelqu'un pouvait penser que dans une base secrète et militarisée, il ne peut exister de moments enchanteurs dans un paysage de rêve, alors il se trompe. Ces nouvelles fonctions m'apportèrent la joie de la connaissance, mais aussi de la liberté. À travers les magnifiques descriptions de César, qui racontait et décrivait un monde fabuleux dans un endroit incroyable, c'étaient là les mystères surprenants de l'histoire humaine, et de la bibliothèque temporelle, qu'on pouvait atteindre par le biais du second tunnel. Lors d'une de ces soirées mémorables, à la lumière d'un sublime coucher de soleil, César m'annonça qu'on partirait bientôt pour une nouvelle expédition. Mon rêve depuis des années s'accomplissait, j'allais enfin rejoindre l'intérieur de la Terre, et découvrir des secrets qui, pour la plupart des gens, restent inconnus et incompris. Nous savions que la situation du second tunnel était bien plus compliquée, et que celle du tunnel menant vers l'Égypte était réellement bouleversante. Du moins, si nous nous appuyions sur la capacité de compréhension commune liée à l'homme. Le docteur Xien, qui allait m'apporter d'autres détails, annonça son arrivée à la base Alpha. J'avais reçu la notification de son arrivée, de la part des services chinois. Le docteur Xien était accompagné par son assistante, l'énigmatique Xin Li. Les discussions, les explications et les principaux événements qui s'ensuivirent représentent la synthèse du contenu de ce volume et fait référence au voyage à l'intérieur de la Terre que j'ai réalisé avec César en novembre et décembre 2014. Radu Sinamar, le 10 janvier 2017. Ainsi, comme précédemment vu et récapitulé dans l'épisode précédent, nous avons expliqué que Radu Sinamar avait visité la cité de Tomassi en passant par le biais du second tunnel. En effet, lors du passage vers le second tunnel, il y a une bifurcation, qui d'un côté nous mène à Tomassi, par le biais d'un ascenseur interdimensionnel, et de l'autre côté, nous amène vers le centre de la Terre. D'ailleurs, c'est à ce moment précis, qu'il va faire la connaissance de Drin, mais qui se prononce Drian, qui est l'un des sages de Tomassi, et qui va leur servir de guide à travers leur voyage. De là, par le biais de Tomassi, Radu se rend à Apelos, par le biais d'une navette de transport, et y découvre un peuple plus évolué, et pourvu d'une technologie bien plus vaste. De plus, de façon scientifique et avec de nombreux arguments cohérents, entendus pour la première fois dans la littérature, l'existence de la Terre creuse et de son soleil intérieur seront exposés. Enfin, les points d'accès via l'épaule seront aussi exposés, et existent bel et bien, mais pas sur un plan physique. Pour conclure, le voyage se termine par le centre de la Terre, et le monde sublime de Shambhala. Pour la suite de l'aventure, je vous laisse découvrir l'ouvrage. Maintenant, nous allons aborder le premier chapitre du 6e tome de Radu Sinamar, intitulé Une Genèse oubliée. Cependant, je tiens à introduire la note de l'auteur, avant de commencer le livre. La note de l'auteur commence ainsi. J'ai écrit ce livre avec un vif intérêt, pour donner au lecteur les bases réelles et les points essentiels de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait d'un projet plus ancien, une quête qui avait débuté en 2004, après avoir été stupéfait par diverses images du passé, interdites de l'humanité, dont on avait été témoin dans la salle de projection. Deux raisons principales expliquent pourquoi je n'ai pas réalisé ce projet plus rapidement. D'une part, je n'avais pas suffisamment d'informations pour présenter une vision appréciable du destin de l'humanité depuis son origine jusqu'à nos jours, et, d'autre part, je n'avais pas à l'époque la permission de révéler ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce que je savais déjà. Aujourd'hui encore, on m'a conseillé de ne pas divulguer certains événements délicats de l'histoire de l'humanité, qui pourraient ébranler les fondements religieux de diverses parties de la population. Il y a également d'autres événements politiques et géostratégiques sensibles, qui devraient être tenus secrets en raison des problèmes, ou des embarras gouvernementaux, qui pourraient survenir. Après avoir terminé la rédaction du texte de ce livre, et de l'avoir revu pour le corriger, j'ai réalisé que ce que j'avais à offrir pouvait être assez compliqué et rendre la situation délicate. Pendant quelques jours, j'étais dans le doute, ne sachant pas quoi faire. Finalement, j'ai réalisé qu'une simplification de l'ensemble du sujet pourrait donner naissance à d'autres questions. Plus tard, j'ai donc décidé de prendre le risque et de publier la version complète. Même si les concepts présentés dans ce livre semblent difficiles, j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire un pas en avant et d'exposer certaines questions plus profondes.
je pense également que les éléments abordés dans les précédents volumes que j'ai écrits ont préparé le terrain pour présenter au lecteur une bonne compréhension des significations ésotériques et autres du présent ouvrage, de sorte que la lecture du présent volume et de ceux qui suivront soit contextuelle et cohérente. Je poursuivrai cette approche plus élaborée, car elle est devenue une nécessité dans le contexte actuel. J'espère que les lecteurs de cette série de livres comprendront correctement mon approche et mon désir sincère d'exposer au monde certains aspects inconnus de la réalité dans laquelle nous vivons. Radu Sinamar. Ainsi commence le livre. Chapitre 1, La Terre en coupe. Après mon retour d'Utkla, la cité des anciens Mayas, qui est située au centre de la Terre intérieure, et tout près de la sublime cité de Shambhala, j'ai dû me remettre à la dure réalité de notre planète. La différence de perception et le niveau de vibration étaient incroyables. Pendant les premiers jours, je me suis senti pratiquement étouffé par tout ce qui me semblait primitif, et cela comprenait les habitudes des gens, leurs idées, leurs ambitions, leur façon de concevoir la vie, ainsi que le niveau de vie que tout le monde connaît. Utkla est l'une des différentes cités que Radu visite dans le 3e tome à l'intérieur de la Terre. Utkla est la plus proche cité de la cité légendaire de Shambhala. Bien que Radu ne puisse avoir qu'un aperçu de cette cité légendaire, on lui dit qu'elle est à la hauteur des fabuleuses légendes qui ont raconté son histoire. Contrairement à moi, César semblait être dans son élément, qu'il soit à l'intérieur ou à la surface de la Terre. Lorsque nous sommes rentrés à la base, il m'a demandé presque immédiatement de faire un briefing au lieutenant Nikohara, notre collègue qu'il avait remplacé à la tête du département 0. Dans les heures qui ont suivi, César était déjà en train de répartir les tâches, de faire des plans, d'avoir des conversations téléphoniques dans le pays, ainsi qu'à l'étranger, et de prendre des décisions importantes. J'admire l'extraordinaire pouvoir de concentration, la maîtrise de soi, la force et l'énergie qui rayonnent de son être, ainsi que sa détermination, et ses bonnes intentions et motifs qui sont toujours exprimés avec une merveilleuse simplicité. Quant à moi, j'ai dû me rendre à Bucarest pendant 2 jours, afin de résoudre quelques problèmes personnels. L'excitation de la capitale et les affaires dont je m'occupais, n'étaient pas exactement ce dont j'avais besoin à l'époque, d'autant plus que les impressions de mon récent voyage à l'intérieur de la Terre étaient très vivantes dans mon esprit. Je suis revenu, mais le flux normal des activités a repris, avant que je ne sois pressé de partir immédiatement pour une expédition, par le 3e tunnel, celui qui mène à l'Irak, prévu pour début février 2015. Les problèmes liés au changement d'équipe. Peu avant notre départ, certaines des bases de cette expédition avaient déjà été exposées lors de discussions avec le Major Cross. L'équipe devait être composée de 5 membres, pour un voyage de courte durée, dans un but précis. Pour ma part, il s'agit de mon premier voyage dans le 3e tunnel, mais comme j'avais déjà accumulé une expérience considérable lors des expéditions dans les 2 autres tunnels, je me sentais prêt pour une telle aventure. Introduit dans le 3e tome, le Major Cross est la liaison américaine, qui est liée au département 0, possédant une bonne relation avec Radu Sinamar et César Brad. Concernant le 3e tunnel, celui-ci mène au Tibet, avec une ramification vers les Carpates, près de Buzău, en Roumanie, et ensuite vers l'Irak, et de là, vers la Mongolie et le désert de Gobi. L'organisation de cette expédition a été confiée au lieutenant Nikohara et à moi-même. J'étais chargé de la partie administrative du protocole, qui comprenait la composition de l'équipe et son plan général de déplacement, y compris toutes les activités et les liens avec la partie américaine. Le lieutenant Nikohara était chargé de s'occuper de toutes les questions de logistique, de la sécurité, ainsi que des aspects scientifiques. Comme cette expédition allait être pratiquement rapide comme l'éclair, l'entraînement était relativement simple. Dans la première étape de l'organisation du voyage, l'équipe était composée de César, du lieutenant Nikohara, de moi-même et, conformément à ce que les Américains demandaient, de 2 officiers des services secrets de la marine américaine. Comme nous ne comprenions pas la raison de l'implication de la marine, j'avais demandé une explication, mais nous avons reçu une réponse confuse, qui nous a fait reconsidérer la composition de l'équipe. En conséquence, nous avons demandé des membres de la structure secrète et interne du Pentagone, comme cela avait été le cas pour les autres expéditions. Cependant, la situation était un peu tendue, surtout en raison de l'arrivée du Vénérable, avec qui nous avons eu une discussion, à laquelle a participé le Major Samuel Cross. Néanmoins, cette discussion n'a pas influencé la collaboration avec le parti américain concernant le voyage,
que César et moi avions entrepris à Yosemite. Il s'est avéré que le vénérable avait d'autres intentions, et qu'il n'a exercé aucune pression sur nous concernant la composition de l'équipe, qui devait voyager dans le 3e tunnel. Il a seulement demandé le droit d'étudier un artefact particulier. Pour être plus précis, il voulait avoir la permission d'étudier les cristaux, dont il savait déjà qu'ils avaient été découverts dans le 3e tunnel, en raison des rapports précédents de ceux qu'il avait explorés. Le terme vénérable est un terme utilisé pour désigner un officier respecté de la franc-maçonnerie. Dans ce cas, il s'agit du signor Massini, un Italien qui fait partie des plus hauts échelons de la franc-maçonnerie italienne, et qui est également membre des Bilderberg. Les relations de haut niveau de Massini au Pentagone, et sa perspicacité dans ses relations avec le gouvernement roumain, ont précipité la découverte de la salle de projection, qui se trouve sous le Sphinx roumain, dans les montagnes Bucégie, ce qui est discuté en détail dans le premier tome Découverte au Bucégie. Dans le 3e tome, à l'intérieur de la Terre, César et Radu se rendent au Yosemite à la demande du Major Cross, car les Américains ont des difficultés à accéder et à manipuler un portail vers la Terre intérieure. L'expertise de César et Radu se combine avec celle des Amérindiens de Yosemite, qui permettent d'accéder à une autre région de la Terre intérieure, via des moyens non technologiques. À la suite de notre demande de changement d'équipe, les Américains ont reconsidéré leur décision, et ont inclus 2 jeunes officiers sur la liste du Pentagone. Outre ce changement, il y avait aussi une surprise que César et moi avions appris à notre retour d'Argentine. Il s'agissait au départ d'un simple briefing verbal du lieutenant Nikohara, mais il a ensuite été exposé dans un rapport complet qui avait été demandé par César. Le siège spécial. D'après le briefing présenté par Nikohara, nous avons appris qu'une équipe de scientifiques avait pu développer une technologie permettant de télécharger les informations des tablettes de platine, qui avaient été récupérées dans la chambre située sous le plateau de Gizeh, et à laquelle on avait accédé par le premier tunnel. Les études nécessaires à la réalisation de ce projet ont duré des années. Le premier tunnel fait référence au tunnel qui mène de la salle de projection au sous-sol du plateau de Gizeh, en Égypte, où se trouve une installation similaire à celle qui se trouve sous le Sphinx de Roumanie. Il constitue le sujet du 3e tome, le mystère égyptien. La matière inconnue et le système de codage utilisé dans les enregistrements sont restés un mystère pour les chercheurs, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont finalement réussi à accéder aux informations stockées. Immédiatement après la découverte des tablettes dans la chambre égyptienne, le plus grand problème rencontré fut l'impossibilité d'accéder aux données qu'elles contenaient, afin de les délimiter et donc de les évaluer. Au cours des premières années qui ont suivi leur découverte, des études intenses ont été menées, et bien que cela ait été très difficile, ils ont pu télécharger les informations d'une tablette, mais cela a pris environ 1 an pour y parvenir. Cependant, il y avait des milliers de tablettes de ce type dans la chambre occulte en Égypte, mais le lieutenant Nikohara nous a informé qu'une étape importante avait été franchie dans cette direction, et au point où le téléchargement pouvait être effectué en moins d'1 mois. Plus important encore, la technologie a été développée pour que plusieurs tablettes puissent être simultanément téléchargées. Le fait que ces données extrêmement importantes aient pu être téléchargées sous forme numérique a permis de les inventorier et de les classer et, bien sûr, sous une sécurité très stricte. Dans son rapport, le lieutenant Nikohara a précisé que les Américains s'étaient renseignés sur ce protocole, voulant savoir si le décodage et le téléchargement des informations seraient effectués par eux ou par nous. Cependant, César a été très clair à ce sujet. Si l'opération se fait aux États-Unis, a-t-il dit, cela signifie qu'il faut transporter les tablettes là-bas. Nous ne pouvons pas nous le permettre. S'il s'agissait d'un trésor ordinaire, ce facteur pourrait être négligé, mais certainement pas un trésor aussi inestimable que celui-ci, qui est redevable de la vigilance de toute l'humanité. Les opérations de décodage et de classification se feront ici. De l'éditeur roumain, César fait très probablement allusion au trésor royal de Roumanie, transporté en Russie pendant la Première Guerre mondiale, sous prétexte de le mettre en sécurité. Cependant, ce trésor semble s'être volatilisé, car la majeure partie n'a jamais été restituée. Cette avancée m'a fait très plaisir, car elle m'a permis d'avoir un accès facile pour étudier tous ces dossiers. Toutefois, le protocole s'est avéré un peu plus compliqué. Lors des discussions bilatérales qui ont suivi, les Américains ont tenté le tout pour le tout, en avançant l'idée du chantage, mais ils ont vite abandonné, car nos arguments étaient évidents. Ils ont tenté de nous rendre dépendants de cette nouvelle technologie de téléchargement qu'ils avaient découverte,
mais ils ont reconnu les énormes problèmes qui pourraient survenir si les tablettes étaient extraites ici. Il était beaucoup plus facile de monter en Roumanie un laboratoire exclusivement dédié à cette tâche, et pour assurer une sécurité optimale, il a été décidé que les tablettes seraient ramenées à la chambre occulte en Égypte, après le décodage et l'inventaire des informations. Il convient également de mentionner qu'un protocole très strict a été élaboré pour la sécurité des informations, en ce qui concerne leur stockage, leur accessibilité ainsi que leur protection. L'exactitude des données extraites des tablettes atteignait presque 80%, ce qui est considérable. Une synthèse des rapports scientifiques sur la question indique que la perte d'informations est le résultat d'une étrange interaction qui se produit à un moment donné entre la technologie utilisée et le matériau inconnu qui supporte les informations holographiques. Ce matériau possède des propriétés magnétiques très spéciales qui correspondent à un algorithme particulier qui n'a pas été entièrement déchiffré jusqu'à présent. Bien qu'il y ait eu une certaine perte d'informations, le pourcentage de précision était acceptable, d'autant plus que nous pouvions espérer trouver une solution complète à ce problème avec le temps. Dans le rapport, le lieutenant Nikohara a mentionné à plusieurs reprises l'existence d'un élément que nous devions prendre en compte. Grâce aux informations numériques fournies, qui avaient été extraites avec la technologie américaine, j'ai regardé la plupart de ces enregistrements extraordinaires, et j'ai remarqué que dans beaucoup d'entre eux, lorsque les images commençaient à défiler, il y avait un siège, qui selon toute apparence, permettait de déplacer la conscience individuelle sur de grandes distances, aussi bien pour faciliter les rencontres avec d'autres êtres ou entités, que pour visualiser des lieux, des planètes, des étoiles ou d'autres éléments cosmiques, qui seraient autrement ignorés par l'esprit humain commun. L'association entre le siège et les images indique que ces dernières sont accessibles par le siège. Nous savions déjà par César que le complexe souterrain d'Irak, accessible par le 3e tunnel, contient une pièce similaire mais plus petite à celle de la chambre occulte en Égypte. Après avoir regardé les images des tablettes de platine, César m'a informé que la chambre occulte en Irak possédait un tel siège, similaire à celui que j'avais vu sur ces images. Le fait que les images de certaines tablettes de platine en Égypte présentaient un siège spécial similaire à celui existant dans le complexe en Irak est l'élément que le lieutenant Nikohara avait mentionné dans son rapport, et il l'a fait, puisqu'il s'agit d'un élément commun entre les deux chambres. Le lien. Bien que César se soit rendu à plusieurs reprises dans la chambre occulte en Irak, il ne parvenait pas à comprendre clairement la fonctionnalité du siège par rapport aux êtres humains, car il ne fonctionnait tout simplement pas. Toutes les tentatives pour le faire fonctionner étaient vouées à l'échec, y compris celle de le connecter à une source d'énergie externe. Le siège ne démarrait pas et n'avait pas été mis en état de fonctionnement depuis sa découverte. Représentation simple d'un cristal éthérique. Cette énigme a persisté, et après avoir regardé des enregistrements sur certaines des tablettes de platine de la grande bibliothèque égyptienne, César a compris que la fonctionnalité du siège dépendait de la présence d'un cristal assez grand, et situé à droite de celui-ci. Le cristal émanait de la lumière, et son rayonnement variait en intensité, selon les éléments de l'information qui étaient présentés. Pour autant que l'on puisse en juger, le cristal avait la forme d'un tétraèdre, et était encastré avec la pointe dirigée vers le bas. Cependant, il n'y avait pas de cristal de ce type dans la chambre occulte en Irak. En revanche, il y avait bien un endroit désigné, où il était censé se trouver, à droite du siège, mais il était vide. C'était assez étrange, car cela n'avait aucun sens d'avoir un siège sans la présence du cristal sur lequel il fonctionnait, comme cela avait été révélé dans les enregistrements sur les tablettes. C'est pourquoi, après l'envoi du rapport d'information au Pentagone, certaines parties intéressées de son état-major ont demandé qu'un expert en informatique soit intégré à l'équipe qui emprunterait le 3e tunnel. Leur argument était qu'un informaticien pourrait éventuellement résoudre le problème du fonctionnement du siège. Personnellement, j'aurais aimé que cet expert soit Eden, mais je savais qu'il avait quitté le service de l'armée américaine 6 ans plus tôt. Cependant, lors de nos réunions consultatives à la base Alpha, nous avons décidé de ne pas augmenter le nombre de membres de l'équipe. Ainsi, après plusieurs délibérations avec le Pentagone, cette option a été abandonnée, et à mon avis, je pense que cette démarche n'aurait donné aucun résultat. Comme ces experts en informatique étaient des civils, une fuite potentielle d'informations était possible. Toutefois, une exception pouvait être faite pour Eden, étant donné qu'il était un cas à part. Eden est l'un des personnages du second tome, le mystère égyptien.
Eden est un Américain expert en technologie, qui a accompagné Radu et César, lors du voyage à Gizeh, et qui apporte avec lui un ordinateur portable holographique, indispensable au succès de leur mission. Personnage fascinant et complexe, Eden a l'impression d'être mentalement connecté à l'ordinateur holographique. Une aide importante. Bien qu'il n'y ait pas de réponse au mystère du cristal manquant dans la chambre occulte d'Irak, César a pris une décision lors de la planification de l'expédition dans le 3e tunnel. Il a décidé de contacter Drin, le sage de Thomassie, pour lui demander son avis et son aide. À la fin du mois de janvier, César avait accompli cette tâche en utilisant la méthode familière de contact dans la salle de projection. De retour à la base, César m'a dit que Drin avait accepté de nous aider et qu'il demanderait également le soutien du conseil d'Apellos. Drin a justifié cette démarche, en affirmant que le conseil d'Apellos serait mieux informé, car il est issu d'une race d'êtres cosmiques, et que la technologie du complexe secret des Monts Bucéji était manifestement d'origine extraterrestre. Il était donc logique que le peuple d'Apellos comprenne mieux cette technologie et soit en mesure de nous aider. Dans le 3e tome, à l'intérieur de la Terre, Radu rencontre Drin lors de son premier voyage dans la Terre intérieure. Drin vit à Thomassie, une ville située sous la surface de la Terre, qui est une véritable région souterraine, chauffée et éclairée par des éléments naturels. C'est une zone intermédiaire, en ce qui concerne les aspects les plus interdimensionnels de la culture de la Terre intérieure, et Drin est un lien important pour Radu et César. Apellos est une autre ville que Radu et César visitent, plus avancée que Thomassie. Ils voyagent donc de Thomassie à Apellos, qui ne se trouve pas dans le plan physique. Elle possède une technologie très avancée, qui est discutée et même illustrée dans le 3e tome, à l'intérieur de la Terre. L'idée de César n'a pas été reçue avec beaucoup d'enthousiasme à certains niveaux du Pentagone. Certains généraux ne voulaient pas créer un vide au niveau des autres civilisations à l'intérieur de la planète. En d'autres termes, il n'y avait aucune volonté de partager la technologie de la salle de projection, ou des chambres en Égypte et en Irak, même si la population d'Apellos était plus avancée que la nôtre. Cette information nous a été communiquée officieusement par un ami de César, le major Samuel Cross. Si nous l'avons appris, c'est grâce à l'autorisation gracieuse et directe du major Cross, un homme honnête et intègre. De telles tensions entre les Roumains et les Américains apparaissent parfois au niveau de la prise de décision, mais elles sont le plus souvent rapidement surmontées, avec ou sans diplomatie. Comme je l'ai déjà dit, les moments les plus difficiles sont ceux où nous devons faire face à l'intervention du Vénérable, car lorsque cela se produit, les problèmes sont plus compliqués. La réponse de Drin ne s'est pas fait attendre, et suite à sa consultation auprès d'Apellos, où il est très respecté, les portes se sont ouvertes de manière extraordinaire, afin de partager une connaissance objective et digne de confiance du passé de l'humanité, dont je présenterai les points principaux dans ce livre. Drin nous a dit que ceux d'Apellos ont accepté de nous aider, et en retour, ils ont proposé qu'il y ait pour toujours un lien entre eux et le monde de la surface. Mon propre émerveillement sur ces questions avait atteint son paroxysme lorsque César m'a informé qu'à la demande du conseil d'Apellos, cette liaison serait assurée par moi-même. Ils n'ont pas donné davantage de détails sur cette décision, mais ils ont dit que j'avais fait bonne impression lors de ma rencontre avec eux à Apellos. Avec un sourire heureux, César m'a également dit qu'il faudrait une personne ayant une assez bonne formation ésotérique, afin de bien comprendre les révélations qu'ils voulaient partager. Tels qu'ils ont présenté la situation, leur décision fait partie d'un plan très vaste, visant à faciliter une transcendance de la société humaine, qui émergera à la surface de la Terre, en diffusant des informations qui serviront de lien important, permettant à une partie au moins de l'humanité, d'expérimenter une transformation de son niveau de conscience. Drin a dit qu'au niveau de notre planète, ce plan est coordonné par les sages de Shambhala. Dans le 3e tome, à l'intérieur de la Terre, les sages de Shambhala font référence à un conseil constitué d'êtres élevés, qui surveillent la région de Shambhala, et permettent l'accès à ceux qui présentent un état de conscience élevé. Bien que je sois très désireux de me rendre à Shambhala, j'étais conscient que cela impliquerait que je dispose d'un certain niveau de conscience et de compréhension, autorisant ma présence sur place. La visite que j'avais faite à Utkla au centre de la Terre, me l'avait clairement montré, mais elle avait aussi déposé dans mon cœur la nostalgie de ce royaume de rêve, auquel je n'ai pas accès, sinon, au loin, pour regarder cette ville légendaire. Maintenant, avec cette merveilleuse opportunité, offerte par le conseil d'Apellos,
je me disais que le moment de ma percée au sein de Shambhala n'était peut-être pas si loin. Apelos réactivé. Rapidement, les événements ont évolué. Train a établi la connexion avec Apelos, et nous a donné un ensemble de coordonnées précises, qui indiquaient un lieu de rencontre. Une recherche rapide nous a montré que l'endroit se trouvait sur une colline déserte, près d'une petite ville de Transylvanie, au pied des montagnes Apuseni. Une date et une heure précises ont été fixées pour s'y rendre, et j'y suis allé sans être accompagné. L'endroit ressemblait à ce que j'avais vu dans les visuels, mais il était parfaitement reconnaissable. En fait, il était pratiquement impossible de rater l'endroit indiqué, le petit flanc de la colline était dégagé et recouvert d'une fine couche de neige, et sur sa grande étendue, le même paysage était uniforme, presque dépourvu d'arbres, d'arbustes ou de forêts. La ville se trouvait à environ 5 km loin. Comme il n'y a pas de route d'accès au niveau du sol, entre les autres collines et les monts environnants, on ne peut s'y rendre à pied. Il était évident que cet endroit avait été idéalement choisi pour bloquer toute tentative de poursuite. Cependant, je ne pense pas que ceux d'Apelos aient agi ainsi, parce qu'ils soupçonnaient que nous aurions été suivis, mais plutôt qu'il s'agissait probablement d'une mesure de protection minimale, et même nécessaire, étant donné que de temps à autre, certaines forces et factions nationales ou étrangères ont montré que leurs intérêts et ambitions occultes ont été onéreux et peu transparents. La tendance à contrôler, à s'emparer, à conquérir et même à réprimer, a causé au fil du temps beaucoup de souffrance et la situation n'est pas meilleure aujourd'hui, même si les choses semblent être remplies de bonnes intentions. Lorsque je suis arrivé sur le lieu de la rencontre, un homme m'attendait. J'ai alors pensé que la situation semblait être une répétition de la rencontre en Argentine, où César et moi avions également attendu dans un endroit désert, et avions été accueillis par un étrange chaman. Maintenant, cet homme semblait au moins plus normal. D'âge moyen, il ressemblait à un homme ordinaire, vêtu d'une tenue de sport d'hiver et très détendu. En outre, je me sentais soulagé de constater que contrairement au chaman d'Argentine, il parlait, mais en allemand, avec un léger accent bavarois. Il m'a montré la direction dans laquelle nous devions aller, et j'ai été stupéfait de voir que nous nous dirigions en fait vers la ville d'où je venais. J'ai exprimé ma perplexité à ce sujet, et l'homme m'a expliqué, comme je le soupçonnais, que le lieu de rendez-vous n'était qu'une mesure de protection minimale. On m'a chargé de vous conduire à l'endroit où vous vous approvisionnerez, a-t-il dit. J'ai haussé les sourcils. Afin d'éviter tout malentendu qui pourrait survenir plus tard, je lui ai précisé que nous détecter pourrait être très facile, même si nous ne sommes que deux. L'homme a souri avec finesse et a parlé. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, tous les appareils que vous avez sur vous ne fonctionnent plus. Vous avez disparu du monde extérieur depuis un certain temps. Comme je le regardais d'un air curieux, il a fait une courte pause, puis a ajouté de manière énigmatique, la technologie d'Apelos. J'ai alors compris que c'était le cas, mais l'homme ne m'a montré aucun appareil. Au lieu de cela, il est resté assez confiant et concentré. Curieux, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et le GPS spécifique de la base, et effectivement, les deux appareils étaient inutilisables. Je n'ai rien dit, mais le niveau de cette technologie était admirable. Nous avons parcouru le reste de la route en quelques minutes, n'engageant que des conversations agréables et générales, mais j'ai remarqué que l'homme ne s'était pas présenté. Nous étions déjà proches de la périphérie de la petite ville, une zone spécialement adaptée aux entrepôts. J'étais assez étonné, car je m'attendais à me rendre dans un endroit beaucoup plus isolé et mystérieux, peut-être encore à Apelos, mais en fait, l'homme m'a conduit devant un hangar, bien entretenu et soigné, dans une cour gardée par une clôture moderne. Nous avons tous deux marché jusqu'à l'entrée, et à ma grande surprise, j'ai simplement franchi la porte de ce hangar, et j'ai vu qu'il ressemblait à un entrepôt ordinaire d'un commerçant. Je dois dire que je m'attendais à quelque chose d'inhabituel, et de mystérieux à propos de cette rencontre, mais elle s'est avérée tout à fait ordinaire et même triviale. Si ce n'était pas de la technologie de protection furtive, démontrée par cet homme d'origine allemande, j'aurais dit que tout était le produit d'une mauvaise blague, ou peut-être qu'il m'avait amené là pour faire des achats. En réalité, comme j'allais vite le comprendre, les choses étaient complètement différentes. Le hangar n'était qu'une des bases de la civilisation d'Apelos, dont on m'avait parlé lorsque j'avais visité leur ville. En effet, en regardant autour de moi, j'ai remarqué que l'endroit était rempli de marchandises et surtout de nourriture. Partout où je regardais, je voyais des ballons, des sacs, des grandes boîtes,
des conteneurs et des chariots élévateurs. En un mot, c'est toute l'activité et les objets habituels que l'on peut imaginer dans un entrepôt de marchandises. Une technologie étonnante, un casque interdimensionnel. L'homme, qui m'avait conduit dans le hangar, a fermé la porte derrière moi en restant à l'extérieur. À l'intérieur du hangar éclairé, j'ai vu 5 personnes venir à moi, et j'ai immédiatement reconnu qu'elles étaient semblables à des personnes rencontrées au sein d'Apelos. Bien qu'ils nous ressemblent, leur visage est particulièrement pâle, leur front est plus élevé et leur démarche est harmonieuse, d'une manière qui pourrait même être considérée comme noble. Leurs cheveux sont bruns et lisses, comme s'ils étaient enduits d'huile. Venant à ma droite, ils m'ont salué, parlant cette fois en roumain. Habillés d'une simple et élégante salopette rouge et brunie, la peau de leur visage était blanche, faisant un fort contraste avec leurs cheveux foncés, et leurs yeux étaient plus allongés que les nôtres, légèrement en forme d'amande. L'un des 5 semblait être leur chef, et j'ai échangé quelques plaisanteries avec lui. Il parlait bien le roumain, même si ses prononciations étaient étranges à mes oreilles. Sa nature librement détendue et spontanée générait un sentiment de grand confort, qui était également soutenu par la gentillesse de sa communication. La pièce dans le hangar, avec l'écran de projection holographique. 3 des hommes se sont retirés dans une autre zone du hangar, tandis que je suis resté avec leur chef et une autre personne, qui nous a suivis en restant respectueusement en arrière. Ces 2 derniers m'ont montré une zone plus isolée du hangar, où j'ai vu au sol un cercle de près de 3 mètres de diamètre délimité par des lumières, dont je n'ai pas pu voir la source, mais que j'ai assimilé à des LED. La lumière émise était d'une couleur blanche, très subtile et constante, mais à peine perceptible. La surface du cercle était couverte de petits carrés et de lignes, qui également étaient discrètement lumineux, mais de couleur bleu ciel. Sur la base de l'explication qui m'avait été donnée lors de ma précédente visite à Apelos, j'ai reconnu qu'il s'agissait d'un ascenseur, doté d'une technologie de téléportation particulière. Quelques mètres plus loin, nous avons vu un espace séparé par 3 hauts murs, le 4e étant le mur de l'entrepôt. Il s'agissait d'une pièce assez grande, d'une surface, que j'ai estimée à environ 9 mètres carrés, dont le sol était recouvert d'une moquette, épaisse et en caoutchouc, et sous la moquette, le sol était quelque peu poreux et bleu foncé. Surpris par la propreté et le rangement exemplaire de l'intérieur, je n'ai vu qu'un bureau, 2 fauteuils et une table de travail. Devant l'un des murs latéraux, sur le sol, nous avons observé une surface argentée et métallique en forme de rectangle, avec un grand côté d'environ 1,5 mètre. On m'a expliqué qu'il s'agissait d'un dispositif facilitant la projection des enregistrements, dits akashiques, qu'Apelos utilise pour enquêter sur certaines situations du temps présent, en vue de leur propre sécurité. Pendant que nous écoutions ces explications, le rectangle métallique a commencé à prendre forme, mais je n'ai vu personne donner d'ordre particulier pour cela. Lorsqu'il a atteint une hauteur d'environ 1 mètre, il s'est arrêté. Il s'agissait d'une boîte métallique rectangulaire, parfaitement lisse, et qui semblait être d'un aspect argenté et brillant. Après quelques secondes, certaines des lumières bleues qui étaient situées près de la surface sont apparues sur le côté de notre corps, et certaines d'entre elles sont devenues rouges. Soudain, une projection holographique est apparue en face de la boîte métallique à environ 1 mètre de celle-ci. Également rectangulaire, mais arrondie aux angles, et d'une profondeur d'environ 1 demi-mètre, il s'agissait d'un véritable écran holographique de grande dimension. Même si je pouvais voir à travers celui-ci, tout doucement, des vagues holographiques de lumière bleue ondulaient, et celles-ci apparaissaient à l'intérieur de l'édifice de l'écran, dont sa surface qui conservait sa qualité de manière lisse. Peu à peu, des images de la ville la plus proche sont apparues, avec des instantanés séquentiels de rues, de bâtiments, de personnes et d'intérieurs, le tout, présenté clairement devant moi, d'une manière que je pouvais facilement comprendre. J'ai immédiatement compris qu'on me montrait le fonctionnement de cet écran holographique. Un casque interdimensionnel. Le chef du groupe d'Apelos, qui m'avait d'abord salué, m'a ensuite montré un petit appareil, qui ressemblait à un casque, comme des lunettes de vue, mais bien différentes, une autre technologie, dans lequel il a inséré un dispositif semblable à une puce. Il m'expliqua qu'afin de mieux comprendre certains des éléments qui me seraient présentés, il fallait que je sois en quelque sorte couplé à l'appareil rectangulaire situé au sol, et pour cela, je devais mettre ce casque. Situé au niveau du front et qui l'entoure par sa forme circulaire, le casque ressemblait à une bande étroite et lumineuse. Par son centre, l'anneau était doté d'un écran de cristal transparent, plutôt fin.
on peut décrire cet appareil comme intelligent et très avancé sur le plan technologique. L'homme m'a dit que l'appareil se couplerait à ma fréquence vibratoire personnelle de manière subtile, afin de servir d'extension supplémentaire vis-à-vis de ma conscience, qui est alignée sur les spécificités de mes processus mentaux. L'homme d'Apellos m'expliqua que l'appareil enregistrait automatiquement tout ce que j'observais, à partir du moment où il était connecté à moi. Pour la lecture, il m'a dit qu'il suffisait de toucher le côté gauche du casque, puis de me concentrer sur le moment, l'image, l'être ou l'objet que je voulais observer. Pourtant, d'après ce qu'on m'a précisé, la zone de résistance du casque avait la capacité de visualiser des images parmi le plan éthérique. Le changement de vue entre le plan physique et le plan éthérique se faisait automatiquement, ou par le biais de la commande, en touchant le côté droit du casque. L'homme d'Apellos m'a alors incité à faire l'expérience de cette manipulation spécifique concernant le casque. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel dans le monde extérieur. Cependant, après quelques secondes, j'ai commencé à percevoir le contraire, à mesure où des détails tridimensionnels plus colorés et plus clairs apparaissaient. Au sommet de la lentille, des figures et d'autres signes spécifiques sont apparus, mais sous forme holographique à une certaine distance devant moi. L'information visuelle se déroulait assez rapidement, comme je l'avais constaté avec la boîte métallique rectangulaire dans la pièce. J'ai alors tourné mon regard vers l'écran holographique, et j'ai vu des images d'un marché plutôt bondé. C'était comme si je regardais un documentaire, mais le plus intéressant était le fait que je pouvais non seulement voir les simples images projetées sur l'écran, mais aussi de ressentir, comme si j'étais réellement présent, au milieu de ces événements et de ces images, percevant tout ce qui m'entourait par mes sens. D'une certaine manière, avec l'aide du casque, j'étais capable de percevoir les images du grand écran holographique, mais en y ajoutant les aspects émotionnels. En touchant légèrement le côté droit du casque, j'ai vu les images qui sont devenues quelque peu laiteuses, accompagnées d'une légère lueur entourant les objets et les personnes, indiquant ainsi que j'étais passé en mode éthérique. Je n'étais pas vraiment surpris vis-à-vis du fait que j'avais déjà vécu quelque chose de semblable, suite à un déplacement temporel, lié au dispositif situé dans la chambre occulte en Égypte. En ce qui concerne le casque que j'utilisais, je ne comprenais pas comment tout cela pouvait arriver, mais je soupçonnais qu'il faisait partie intégrante de la technologie avancée d'Apellos. Je pouvais visualiser autant de détails que je le voulais, à partir de l'écran holographique, mais j'avais aussi un sens, et une compréhension plus profonde concernant les images. Évidemment, il y avait un lien entre ce casque et l'écran holographique, mais je ne le comprenais pas. D'une certaine manière, je faisais partie de ce documentaire, et je participais aux images de l'environnement que j'observais, comme si j'y étais vraiment. Mais en même temps, je savais trop bien, et je sentais, que j'étais dans le hangar avec les êtres d'Apellos. Je n'avais pas le sentiment de me sentir ailleurs, ou que je perdais contact avec la réalité physique, mais j'avais quand même l'impression d'être à la fois dans cette pièce de l'entrepôt, et à la fois à l'intérieur des images que je regardais, à partir de l'écran holographique. La Terre en coupe, zone passive et connexion subtile. Au moment où je me demandais sérieusement si je pouvais voir ces images d'une ville surpeuplée, j'ai eu l'impression d'être soulevé jusqu'à une certaine hauteur, comme si je lévitais par-dessus. L'ascension était si rapide et si haute, que je pouvais rapidement voir la planète dans son ensemble, et lorsque la Terre tournait autour de son axe suffisamment longtemps, je pouvais en voir une coupe transversale sur la gauche. J'étais stupéfait, car il semblait que les gens d'Apellos voulaient que j'accepte de voir la Terre en coupe transversale, comme cela avait été évoqué lors de mes rencontres avec le Dr Xien. Je me suis expliqué, comme si c'était le résultat de la technologie du casque ayant accès, au moins en partie, à mon activité neuronale. J'étais cependant heureux de pouvoir vivre ce que je venais d'imaginer mentalement. Il aurait été très intéressant de connaître la technologie qu'ils ont utilisée pour faciliter cela, mais ce n'était pas le moment de poser une telle question. Au début, je pensais que j'allais observer un rendu graphique, mais j'ai tout de suite compris que tout ce que je pouvais observer était très réel. D'une manière que je ne saurais trop bien expliquer, je visualisais clairement notre planète en demi-coupe, et j'ai même pu modifier cette vision en termes de distance. Il m'est venu à l'esprit que les gens d'Apellos voulaient me montrer une carte, indiquant comment se rendre à Apellos depuis la surface. Nous avons vu beaucoup de grottes et de tunnels, y compris les grands passages par lesquels la population d'Apellos voyage à l'intérieur de la planète par le biais des navettes. Où que je regarde dans cette section, les images étaient parfaites.
c'est-à-dire que partout où j'ai regardé dans cette section de la Terre, j'ai clairement tout observé, y compris chaque détail. Nous avons également observé les tunnels par lesquels la population d'Apelos envoie du matériel, tel que des biens et des marchandises, par le biais de leur technologie de téléportation. J'ai relevé près de 4 tunnels de transport de ce type, à travers la zone correspondante liée à la Roumanie, mais je pense que d'autres sont présents. Personne ne m'a parlé ou expliqué ces informations concernant ce sujet, mais je comprenais ce que j'observais et ce que les images signifiaient. J'étais déjà fermement convaincu que la technologie impliquait un logiciel très évolué, mais en plus de cela, je pense qu'elle comprenait quelque chose d'autre, qui avait une interaction directe avec le plan éthérique. La section que je visualisais s'est alors amplifiée et a clairement séparé la Transylvanie et le nord-ouest de la Roumanie. Sur le côté de la section de Rada, j'ai vu une sphère argentée et opaque, servant à dissimuler ce qui s'y trouvait. Lorsque j'ai posé la question au chef qui se trouvait derrière moi, il m'a dit que ces sphères opaques étaient des zones que je n'étais pas autorisé à voir pour le moment. Il m'a précisé qu'il y a 5 zones aussi importantes sous la croûte terrestre, qui se trouvent sous le territoire de la Roumanie. Ces zones contiennent des entrées à l'intérieur de la Terre, qui doivent rester cachées. L'une se trouve à Dobruja, une autre dans la région de Buzo, 2 en Transylvanie et la 5e se situe dans le nord-est du pays. Ce sont des zones en surface où l'on peut accéder au réseau de tunnels, qui mènent à l'intérieur de la Terre, qui relient les villes souterraines et leur population. Ce sont des gouffres interdimensionnels, c'est-à-dire des points d'entrée par lesquels on peut se déplacer du plan physique au plan éthérique, et ainsi pénétrer dans certains endroits précis sous terre. Il existe peut-être d'autres zones d'entrée de ce type, cependant, seules 5 de ces zones m'ont été montrées, même si elles étaient obscurcies. En m'élevant de plus en plus haut, alors que je remarquais l'enveloppe extérieure de la planète en coupe, je m'étonnais de plus en plus à la vue du réseau subtil, de liens éthériques au sein de la Terre, ainsi que des prolongements dans le plan matériel, qui comprenaient des régions habitées, telles que des grottes, des villes, des tunnels et de grandes cavités. Dans cette section extraordinaire de la Terre, j'ai vu des points plus lumineux, dont certains brillaient de telle manière qu'ils émanaient du pouvoir. En demandant ce qu'étaient ces lumières, on m'a expliqué qu'il existe de puissantes distorsions magnétiques qui servent de portail, permettant de passer du plan physique au plan éthérique, voire jusqu'à l'intérieur de la Terre. Il s'agit essentiellement de liens entre la surface et l'intérieur de la planète. Comme ces connexions éthériques ne sont pas limitées à la Terre, elles sont interdimensionnelles, m'a expliqué l'homme d'Apelos. Ces portails ne relient pas seulement l'extérieur à l'intérieur de la Terre, mais servent également de conduit entre la Terre et les autres planètes. Ceux qui possèdent une technologie suffisamment développée utilisent ces liens avec beaucoup de sagesse. J'avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas vraiment compris comment cela s'est passé, car on ne m'a pas montré l'intégralité concernant les liaisons liées à la Terre. Les liens éthériques d'une grandeur colossale me sont apparus comme des arcs d'argent, dont la localisation exacte restait obscurcie. En les observant, je me suis rendu compte qu'ils étaient de nature éthérique, en raison de la compréhension directe qui était transmise à mon cerveau, ainsi que du fait qu'ils étaient plus lumineux, étant entourés d'un halo brillant et distinct. Par exemple, je pouvais faire la différence entre les grottes, ou les vides naturels de la croûte terrestre, qui se trouvaient dans le plan physique et ceux du niveau éthérique, qui rayonnaient de cette façon particulière. Tout comme les méridiens, qui de manière subtile et énergétique, soutiennent la circulation de l'énergie dans le corps humain, et nourrissent l'être à différents niveaux, la Terre possède ses propres méridiens et canaux subtils, qui sont très actifs et en même temps nutritifs. J'ai compris à ce moment-là, que les populations qui vivaient dans la Terre, sont nourries en grande partie par ces énergies subtiles telluriques, et c'est pourquoi, il leur est donc facile d'entrer en contact avec le plan éthérique. Ils n'utilisent pas notre planète, mais on peut constater qu'ils vivent une sorte de symbiose harmonieuse et efficace. Ceci est fondamentalement différent du paradigme de compréhension et de pensée des habitants de la surface de la planète, qui subissent une destruction systématique, en raison de la pollution, du gaspillage ou de l'exploitation irrationnelle. Les singularités couvertes. Certains de ces subtils points méridiens qui traversent la surface étaient très brillants, attirant l'attention sur leur importance. En commençant à comprendre le fonctionnement du casque, dont je me suis rendu compte qu'il était un convertisseur très avancé, sur le plan technologique des expériences psychologiques humaines, je me suis demandé si ces points étaient peuplés ou déserts. En fait, cet étonnant dispositif technologique
analysait et faisait le lien entre l'esprit humain et certaines informations stockées dans les dimensions subtiles de la création. En outre, je ne pourrais pas expliquer le dialogue qui était possible dans certaines limites. Après ma demande, l'image a immédiatement et intensément zoomé sur certains de ces points lumineux à la surface de la planète. J'ai été quelque peu surpris de constater que certains d'entre eux révélaient des maisons, des châteaux ou de vieux bâtiments, tandis que d'autres étaient placés dans des forêts, sur la côte des montagnes, ou même sur les surfaces planes concernant les plateaux. J'étais particulièrement intéressé par les bâtiments qui avaient été construits, cela dit, ils se trouvaient exactement au même endroit que les points d'intersection éthériques, situés le long des méridiens. J'ai alors tourné la tête vers l'homme d'Apellos qui m'assistait, et je lui ai demandé, quelles sont ces constructions qui sont représentées, dans les zones indiquées. Je savais déjà que l'homme d'Apellos était intéressé à comprendre correctement ce qui m'avait été révélé, et qu'il avait la capacité télépathique de suivre mon voyage, en fonction des images que je visualisais à travers le casque. On pourrait les appeler des sites de passage, mais ces bâtiments couvrent en fait des points de passage essentiels entre le plan physique et le plan éthérique. Ils sont comme des portails, a-t-il expliqué. D'accord, mais alors qui y réside ? Ai-je demandé avec perplexité. Certains d'entre nous sont d'Apellos, mais il y a aussi d'autres civilisations avancées à l'intérieur de la planète, avec lesquelles nous travaillons, dans le sens où nous utilisons des portails pour passer d'un plan à l'autre. Nous ne pouvons pas nous permettre de renoncer à ces passages essentiels dans le plan éthérique, et à l'intérieur de la Terre du moins pour le moment, car ils perturberaient la population, et vos dirigeants voudraient les utiliser à des fins militaires. Je vois que certains d'entre eux sont très anciens, ai-je commenté. Oui, les châteaux sont vieux de plusieurs centaines d'années, mais il y a eu avant eux, d'autres implantations au même endroit, même si elles sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Mais ce sont les zones de convergence sensible des villes qui sont les plus importantes, car elles sont exposées et doivent être bien gardées. Bien évidemment, il existe des titres de propriété pour tout cela, mais cela ne suffit pas toujours. Au fil du temps, il y a eu divers incidents, et certains se sont même produits à cette époque. Avec le développement de votre technologie, vos capacités de surveillance sont devenues plus affinées. Les services secrets des pays développés sont devenus méfiants, et ont commencé à rassembler des informations sur ces points, mais dans l'ensemble, certains points leur échappent, et c'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas réellement ce qui se déroule. Voici quelques situations critiques, lorsque des violations se produisent, et que nous devons intervenir et annuler la charge éthérique du lieu, nous devons aussi modifier sa structure, et déplacer le point de convergence des méridiens, de manière éthérique, dans une autre zone plus sûre. Alors pourquoi ne pas faire de même, avec toutes ces zones sensibles, et les placer dans des endroits plus sûrs ? Ai-je demandé en toute franchise. Il faut laisser la nature jouer son propre jeu. Il y a une raison à tout et un sens, qui est souvent caché. Si dans une jambe humaine, nous devions retirer certains tendons de leur position naturelle, pensez-vous que la personne pourrait marcher tout aussi bien ? Eh bien, c'est la même chose ici. En cas de force majeure, nous faisons appel à des méthodes aussi extrêmes, mais même ainsi, le transfert a lieu, lors d'un moment précis, et selon une succession de mesures bien calculées, afin de contribuer à induire une circonstance, qui s'aligne sur la situation naturelle. Avez-vous déjà vécu une telle situation ? Ai-je demandé. Oui, l'une d'entre elles remonte à quelques années, répondit l'homme d'Apellos. Il concentra ses yeux pendant quelques instants, puis toucha un petit appareil fixé à sa tempe, que je n'avais pas remarqué jusqu'alors, car il était presque recouvert par sa chevelure. Dans mon casque, différentes images ont immédiatement commencé à apparaître, à partir de ce que j'avais vu auparavant. On m'a montré une jolie maison dans une ville allemande. Puis, l'image a soudainement changé, représentant une autre maison, cette fois-ci aux États-Unis, que j'ai pu identifier, grâce à la manière spécifique dont les rues étaient nommées et disposées. L'image a soudainement changé à nouveau, et j'ai pu observer la Terre d'une hauteur extrême, qui mettait en évidence le contour clair de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Entre deux points sur les deux continents, qui mettaient en évidence les deux endroits qui m'avaient été montrés, un conduit en forme d'arc-en-ciel est apparu, flou et accompagné de nombreux symboles. Nous avions donc une distorsion de l'espace, une discontinuité dans le tissu du continuum espace-temps, qui était connu depuis longtemps, et gardé par cette méthode unique de construction de propriétés anciennes, exactement au-dessus de tels portails. C'était essentiellement la même méthode que celle utilisée par les peuples amérindiens, à Wenatchee, situé dans la vallée de Yosemite,
avec la cabane qui avait été construite en 1776, juste au-dessus du portail menant à l'intérieur de la Terre. L'homme d'Apellos m'a dit que certaines de ces affaires étaient déjà observées par les services de renseignement de différents pays. Comme je le sais par expérience, concernant des informations sur de telles affaires, qui sont offertes en échange, lorsque nous passons à un certain échelon, je me suis résolu à vérifier ces informations, dès mon retour à la base. J'étais curieux de savoir ce qui s'était réellement passé à cet égard, et comment ces situations avaient été résolues. Ayant accès à de bonnes informations de renseignement de deux pays, j'espérais trouver des dossiers à ce sujet. Des champs et des réalités subtiles. L'homme d'Apellos a ensuite ramené la série d'images représentant la Terre sur l'écran holographique. La meilleure comparaison que je puisse faire de ce que j'ai vécu est la suivante: je regardais et participais même, de manière sensationnelle et émotionnelle, à un documentaire très bien documenté. J'ai été étonné par le très grand nombre de zones peuplées sous la surface terrestre, et les nombreuses variations de régions en relief, à l'intérieur de notre planète. Ces zones ressemblaient exactement au réseau nerveux de notre corps, plein de vie et se ramifiant aux extensions du corps. Je n'aurais jamais imaginé que l'activité à l'intérieur de la Terre puisse être aussi complexe. Étant maintenant à une grande hauteur, et ayant une perspective plus large de la section de la planète, à travers sa croûte, jusqu'au manteau, je pouvais observer beaucoup de ces sphères argentées, mentionnées dans d'autres parties du globe, tout dont le but était d'obscurcir la connaissance de ce qui s'y trouvait. Certaines de ces sphères argentées étaient plus petites, d'autres plus grandes, mais certaines étaient vraiment immenses. Manifestant ma curiosité, j'ai alors demandé ce qui se trouvait là-bas. Dans le cas des grandes sphères argentées, on m'a dit qu'elles représentent bien plus que des passages importants de la surface de la Terre vers son intérieur. Certaines d'entre elles éclipsent également les bases extraterrestres qui ont été placées dans ces régions. Par exemple, j'ai vu de telles sphères à l'intérieur de la croûte terrestre, qui correspondent à des zones du fond des océans Atlantique et Pacifique, à leurs différentes profondeurs. À partir de ces bases, j'ai également vu de subtils réseaux éthériques reliés à diverses autres structures ou établissements au sein de la Terre. Je me suis alors demandé si les bases étaient construites dans des cavités existantes, ou s'il avait fallu couper de la roche pour former les cavités. L'information que j'ai reçue indique qu'il n'était pas nécessaire de creuser la roche, afin d'obtenir l'espace nécessaire à la construction, car la croûte terrestre est pleine de cavités, et de nombreuses cavités souterraines existent déjà, et ont chacune leurs propres caractéristiques. Petit à petit, j'ai commencé à percevoir la coupe transversale de la planète dans laquelle je me trouvais, observant la structure de la Terre, qui n'était pas chaotique, mais alignée, de manière précise sur les lignes de champ magnétique, générées par le trou noir en son centre, qui à leur tour, d'une extrême complexité, ressemblant en quelque sorte aux muscles striés des mains et des pieds. J'y ai donc vu un chevauchement complexe de ces lignes, qui s'étendaient profondément dans la planète. Dans les images holographiques, elles étaient restituées sous forme d'arcs lumineux aux couleurs variées, selon différentes intensités dans le plan éthérique. Mon esprit a alors compris que la croûte terrestre est formée par les lignes de champ magnétique, et que des tourbillons apparaissent à différents endroits où elle est vide. J'ai alors compris que la matière ne pouvait pas se former dans ces zones, à cause d'une accumulation de champs magnétiques, électriques et gravitationnels intenses, et que ces espaces sont les cavités, les grottes et les grands vides que l'on trouve à l'intérieur de la Terre. J'ai également observé que les lignes de champ ont des caractéristiques différentes, et que selon la façon dont elles se combinent dans les différentes zones de la planète, elles poussent la matière vers le haut, formant les montagnes, et dans d'autres, elles s'abaissent, formant les grandes vallées. L'hypothèse des scientifiques concernant la façon dont les montagnes se sont formées, par la collision ou l'interaction des plaques tectoniques, qui sont collées les unes aux autres, n'est pas faux, mais il est incomplet. Par exemple, j'ai clairement vu comment la croûte ne flotte pas sur le magma, comme nous le dit la science contemporaine. Il est vrai qu'il existe de grandes zones de magma à l'intérieur de la planète, mais elles sont également des zones où la croûte terrestre est autonome, et des arcs basés sur des lignes de champ magnétique, se manifestant sous forme d'arcs, comme je l'ai décrit dans la section de la planète, qui m'a été présentée. Le magma est donc une sorte de sous-produit, et les montagnes ne se forment pas nécessairement, en raison des différentes plaques tectoniques qui flottent à sa surface, et qui se heurtent et se poussent les unes contre les autres. En revanche, elles naissent grâce à des facteurs cumulatifs, liés au magnétisme, à l'électricité, à la pression, à la température, et aussi à certains mouvements de la Lune,
qui provoquent des fluctuations sur la croûte terrestre, et influent sur les caractéristiques des lignes de champ qui se manifestent dans ces zones. Je pouvais apercevoir qu'il y avait une multitude de champs complexes dont la nature n'était pas identifiée. Toute fluctuation des lignes de champ provoque un réarrangement de la croûte. Les roches qui s'y trouvent ne sont plus solides mais plutôt molles, comme de l'argile. J'ai également constaté que les lignes de champ générées par le trou central de la planète ne sont pas statiques mais dynamiques. Elles se déplacent continuellement, et là où leur structure change, la matière solide est mise sous tension. À certains moments, il y a des vides et des tensions, et ces réarrangements et déplacements provoquent des tremblements de terre. L'activité volcanique a une explication similaire, car selon la direction des lignes de champ, la poche de magma peut se rétracter ou se pousser. Dans ce cas, un volcan entre en éruption. J'ai alors compris combien il est difficile pour les scientifiques contemporains de comprendre ces réalités, qui partent de quelque chose d'éthéré et d'invisible, et finissent par se manifester sur le plan physique à grande échelle, entraînant des éruptions volcaniques, des secousses ou des formations montagneuses. Il est extrêmement difficile de présenter quelque chose qui appartient au domaine subtil d'une telle manifestation dans les paramètres de la physique moderne, car les lois et les phénomènes des mondes subtils sont beaucoup plus complexes que ceux de la physique. Ni la physique classique de Newton, ni même la relativité générale d'Einstein, ne peuvent être appliquées à une réalité éthérique ou astrale. Même si la compréhension de ces phénomènes est valable et reconnue par le monde académique, elle est encore limitée par les conceptions et les préjugés que la plupart des scientifiques conservent encore. La conscience de la planète Terre. Puis en continuant à observer la coupe transversale de la planète devant moi, j'ai vu où le magma s'arrêtait, mais le visuel en dessous de moi était déjà plus sombre et plus obscurci. Après quelques secondes, j'ai commencé à voir plus clairement cette partie de la structure intérieure de la planète. Elle était basée sur les distorsions gravitationnelles, causées par le trou central, mais la texture ou le tissu était différent. Il m'a alors été montré que le passage entre le plan physique et le plan éthérique est d'environ 2300 à 2500 km, et au-delà de cette profondeur, à partir d'environ 2800 km, se trouve la dimension éthérique. J'ai trouvé cela étonnant, car j'avais déjà appris du Dr Xien que le passage au plan éthérique se faisait à partir de 1800 à 2000 km. Lorsque j'ai soulevé cette question, l'homme d'Apellos m'a expliqué que ce que le Dr Xien a dit n'est pas faux, mais que les différences sont dues aux forces dynamiques, qui se manifestent par la singularité centrale, qui peut varier de temps en temps en fonction de ce que la conscience de l'esprit planétaire veut accomplir. D'autre part, nous avons déjà expliqué dans le volume précédent de cette série, que la division des dimensions de l'existence, le plan physique, le plan éthérique, le plan astral et le plan causal, n'implique pas un découpage des plans dimensionnels, c'est-à-dire une stratification qui apparaîtrait comme un sandwich, comme certains lecteurs pourraient mal le comprendre. Les plans de création sont plutôt différenciés par leur fréquence vibratoire spécifique, chacun tombant dans une certaine marge, mais ils coexistent avec le plan physique. Cette réalité est semblable à celle des ondes radio, qui coexistent dans le même espace. Elles ne se mélangent pas, mais sont accessibles, dès que la radio passe à leur fréquence spécifique. Bien sûr, il peut aussi y avoir des interférences dans certains cas, qui sont générées par des anomalies énergétiques. Ces aspects sont très bien expliqués dans le 3e tome, le second tunnel de Busagi. La Terre en coupe transversale, distance et caractéristiques. Dans le cas de notre planète, la fréquence vibratoire de la matière augmente à partir d'une certaine profondeur, et commence à résonner avec la fréquence vibratoire du plan éthérique, un aspect qui est dicté par la proximité de la singularité centrale, ou trou noir. Le changement de fréquence vibratoire se produit donc, lorsque l'on passe d'une dimension subtile à une autre, jusqu'à celle du plan causal, qui entoure la singularité centrale au cœur même de son centre. Cependant, il faut comprendre que les plans subtils n'existent pas par eux-mêmes, mais qu'ils sont plutôt là, en raison de la présence du trou noir et de sa nature énigmatique au centre de la Terre. À l'intérieur de la section transversale de la Terre, telle que je la voyais, il y avait quelques formations coniques, grossièrement effilées, qui pointaient vers le trou noir en son centre. Cela m'a étonné, car lorsque je suis entré sur la planète, j'ai aperçu la mer, la terre et la végétation, mais en observant à travers le casque, il semblait y avoir un vide sombre, délimité par ces formations coniques.
dès que ces interrogations me sont venues à l'esprit, l'image a légèrement changé et a pivoté selon un angle réduit, et je me suis alors retrouvé, à contempler le centre de la planète, juste au-dessus du trou noir. J'ai immédiatement réalisé que ce que vous voyez varie d'une zone à l'autre, tout dépend des fréquences vibratoires de la zone depuis laquelle vous êtes spectateur. J'ai été positionné juste au-dessus du centre du trou noir, et j'ai remarqué une sorte de lueur, une splendeur merveilleuse, que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai compris qu'il était très important pour moi d'observer la belle réalité de cette grandeur poétique, qui est presque impossible à décrire. Au moment même où on la regarde, elle donne un état de transe, un frisson nostalgique, et même une teinte mystique. Cette vision est presque hypnotique, impossible à reproduire avec précision, et sans doute à observer sur notre monde de la surface. Telle qu'elle m'a été présentée, cette manifestation représente l'entité, y compris l'esprit céleste qui a donné naissance à notre planète. Sa lueur mystique déclenche un état de fascination absolue, mais alors même que j'admirais cette réalité, je restais pleinement conscient de ce qui m'arrivait, et de l'endroit où je me trouvais à la surface du monde. La première impression que j'ai éprouvée, après cet état de fascination et d'émerveillement, fut le merveilleux sentiment de douceur qui émanait de cet esprit ancestral. Et, contrairement à la croyance générale, et à ce qui est écrit dans la mythologie de l'humanité, l'esprit de la planète, ou l'entité subtile qui la représente, est masculin et non féminin. Je l'ai immédiatement compris, lorsque cette vision bouleversante m'a également transmis l'état de force et de dignité qui sont de nature masculine. Lorsque les hommes, et la tradition ésotérique, font référence à Gaïa comme étant l'esprit de la planète, ils font en réalité allusion à sa composante bioénergétique, la vie qui existe, et qui se manifeste à sa surface, ainsi qu'à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi Gaïa est rapidement considérée comme l'âme de la planète, un terme qui implique sa vie et son dynamisme. D'autre part, l'esprit de la planète représente la conscience même, qui a engendré tout cela, et qui représente la planète elle-même, étant de nature masculine. Cette observation est importante dans le contexte de la compréhension des lois de la manifestation, où tout est basé sur la polarité. Ainsi, l'esprit masculin d'une planète, qui crée les lignes de force sur lesquelles elle est formée, correspond à une nature féminine, qui est l'âme de la planète qui soutient et développe la vie. Virtuellement submergé par la profondeur de l'impression que je venais de vivre, j'ai été autorisé à assimiler tranquillement et sans perturbation, une vision transcendantale. J'ai apprécié le respect et la compréhension des deux hommes d'Apellos. En même temps, mon observation de ces images, qui s'est rapidement transformée en contemplation, cela n'avait seulement rien de passif et rien d'un sens singulier. Presque immédiatement, j'ai senti que le contact très profond que j'établissais était en fait réciproque. En effet, j'ai alors perçu une ambiance semblable à celle qui vous permet d'entrer dans une maison où vous êtes bien reçu. Correspondance des plans subtils à l'intérieur de la Terre. J'ai progressivement émergé de l'état de transe et je suis revenu à l'observation minutieuse de la section transversale de la planète. J'ai alors compris que, même si de notre point de vue, métriquement parlant et correspondant au plan physique, le plan éthérique situé à l'intérieur de la Terre, commence à environ 2500 km sous la surface solide de la planète, la cavité intérieure est plus grande, étant donné que la métrique de l'espace se trouve dans une autre dimension, différente de celle du plan physique. L'information que j'ai reçue par télépathie indiquait que le diamètre intérieur de notre planète, en ce qui concerne sa dimension subtile, est à peu près équivalent au diamètre de Vénus qui est très proche du diamètre de la Terre physique. L'homme d'Apellos m'a expliqué qu'il y a beaucoup de confusion parmi les scientifiques, parce qu'ils disent que l'entrée dans la cavité au centre de la Terre n'est pas soutenue par une série complémentaire de facteurs, de lois et de mesures, qui corroboreraient cette idée. Les lois, facteurs et mesures qui sont utilisés dans ce cas, cependant, appartiennent au plan physique, alors qu'à l'intérieur de la planète, au-delà d'une certaine profondeur, nous passons dans la dimension éthérique, dite subtile, et ensuite, dans des dimensions encore plus subtiles, où le type de mesure à la surface de la Terre ne peut plus être appliqué. L'une des préoccupations concerne le fait que les personnes qui ont été à l'intérieur de la Terre et qui en parlent, représentent la surface comme étant très grande, ce qui conduit à une interprétation selon laquelle la croûte terrestre devrait être très mince. Alors que je constatais cette situation, il m'a été révélé que les critiques des scientifiques dans ce sens seraient effectivement valables si l'on utilisait la métrique à la surface de la planète, c'est-à-dire la métrique du plan physique.
mais d'autres énergies et d'autres réalités se manifestent à l'intérieur de la Terre, qui sont propres au plan éthérique, et qui ont une autre métrique, un autre espace et une autre manifestation du temps. On ne peut donc pas simplement prendre une réalité à laquelle on s'est habitué, par exemple, celle de la surface où nous vivons, et se limiter à la réalité de la Terre, quelles que soient les conditions. L'entrée dans le plan éthérique nécessite donc notre capacité à nous adapter à la réalité qui s'y trouve, et à la métrique qui s'y applique. À ce propos, on m'a présenté le calendrier des Mayas. Bien que leur année était de 260 jours, un nombre assez proche d'une année sur la planète Vénus, leur calendrier n'y est pas lié. Il est en fait basé sur la durée d'une année à l'intérieur de la Terre, dont la cavité intérieure a un diamètre éthérique proche du diamètre physique de Vénus. Étant donné que j'étais déjà allé à Utkla, et que j'avais rencontré la famille, issue de l'ancienne et très particulière civilisation des Mayas, je n'étais pas surpris de constater qu'ils calculaient leur propre calendrier, et le mettaient en corrélation avec celui de la Terre, tout comme les grandes entreprises, les banques et les hôtels d'aujourd'hui qui tiennent compte des fuseaux horaires des différentes régions de la planète. Un an sur Vénus prend approximativement 225 jours. La cavité à l'intérieur de la Terre a 2 saisons importantes. On m'a montré que même s'il n'y a pas de véritable trou physique à la surface des pôles de notre planète, la façon dont la Terre se déplace et le fait que les rayons du Soleil atteignent le nord ou le sud de la planète ont une influence importante, car la lumière et la chaleur apportent de l'énergie et provoquent des changements dans l'écosystème de la planète. Même si la luminosité du Soleil central de notre planète, qui représente en fait l'effet du trou noir en son centre, est presque constante, l'influence du Soleil dans l'espace provoque des changements sur notre planète, en apportant plus de pluie, ou en prolongeant les sécheresses, en particulier dans les régions du nord et du sud. Les zones centrales de la Terre présentent toutefois une certaine stabilité de température. L'un des aspects extraordinaires, et particulièrement impressionnant, concernant ce qui m'a été montré, a été qu'à certains moments donnés, les plans physiques et éthériques sont alignés de telle sorte que les êtres qui s'y trouvent peuvent apercevoir les étoiles de nuit, à condition qu'ils se trouvent dans certaines zones. C'est grâce à ces corrélations précises entre les plans que cela est possible. Les détails de la partie située au centre de la planète me sont maintenant apparus plus clairement. J'ai surtout noté beaucoup de végétation luxuriante et riche, et de très hautes montagnes qui correspondent verticalement à l'océan Pacifique en particulier. Le soleil central est lumineux, et j'ai pu l'observer en le regardant directement grâce au casque. L'intensité de sa lumière est environ 55 à 60% par rapport à la lumière qui atteint la surface de la planète, et qui provient du soleil dans l'espace cosmique. Il m'a également été transmis que le diamètre du soleil intérieur est de plusieurs centaines de kilomètres. Télépathiquement, je comprends qu'il est d'environ de 700 à 800 kilomètres. D'un endroit à l'autre, un effet de zoom m'a montré divers détails, notamment au niveau de la faune, tant sur le sol que dans les eaux. En observant des ptérodactyles en vol, et d'autres dinosaures, j'ai souri en pensant que peut-être, ceux qui ont écrit ou réalisé des films sur l'intérieur de la Terre, ne l'ont pas fait sans le savoir ou peut-être, ont-ils simplement pris des informations oubliées depuis longtemps. En fait, ces informations sont bien réelles. Les dinosaures, par exemple, sont exactement tels que nous les connaissons dans les musées ou les livres de paléontologie, mais j'ai néanmoins apprécié qu'ils soient un peu plus petits que les dinosaures qui parcouraient la surface de la planète, à des époques lointaines. Toutefois, je n'ai pas vu de destruction ou d'intervention dans l'harmonie du jeu de la nature, comme ce qui a été généré par la main de l'homme sur le monde de la surface. Par exemple, il n'y a pas de centrale hydroélectrique ou d'autres formes d'exploitation industrielle ou de pollution. Au contraire, il y a une communion parfaite entre les êtres humains et la nature exceptionnelle qui y existe. Il m'a également été montré qu'il n'y a absolument aucune caractéristique de notre planète, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qui soit involontaire. Au contraire, les aspects mêmes de la manifestation sont une décision directe et très claire de la conscience masculine qui lui a donné naissance. Que ce soit la position spécifique de la Terre dans l'espace, ou la quantité de lumière ou de chaleur qu'elle reçoit du Soleil, ou encore les autres caractéristiques qu'elle possède comme la densité, la masse, le volume, etc., toutes sont la manifestation de la volonté de son esprit, qui est déterminée depuis le centre du trou noir.
Par exemple, en regardant ces images, j'ai reçu par télépathie la connaissance suivante: dès le début de la formation de la planète, l'entité subtile qui la représente a décidé que sa surface aurait un certain type de vie, afin que certaines âmes puissent venir y faire l'expérience physique nécessaire. De temps en temps, l'entité ou la conscience de ce qui est essentiellement de la Terre modifie les paramètres d'intégration de la planète, pour permettre à l'ADN de se modifier en fonction du changement souhaité. Tout cela, tel qu'il m'a été transmis par une profonde compréhension télépathique, est en parfaite corrélation avec l'ensemble de l'univers où nous sommes, avec les cycles et les énergies cosmiques qui nous entourent. Ensuite, la transition du plan éthérique au plan astral m'a été montrée en référence à la section transversale visuelle de la Terre. La transition est à peu près le diamètre de Mars. Le diamètre de la Terre est d'environ 12 700 km, et celui de Mars d'environ 6 800 km, soit presque la moitié de notre planète. Bien sûr, ces analogies sont données, afin de présenter une image mentale plus claire des dimensions intérieures, mais nous ne devons pas oublier qu'une métrique différente s'applique dans chacun de ces cas. Par exemple, dans le cas du diamètre de la planète Vénus, cette analogie a été corrélée à la magnitude de la capacité dimensionnelle de la Terre intérieure, sur le plan éthérique. D'autre part, l'analogie avec le diamètre de Mars est faite pour donner une idée de la magnitude de la taille de la zone astrale, dans la Terre intérieure. En d'autres termes, si nous utilisons la métrique du plan physique dans lequel nous vivons, la dimension éthérique à l'intérieur de la Terre aurait la magnitude approximative de Vénus, et la dimension astrale aurait la taille de Mars. J'ai trouvé très intéressant de constater que la coupe transversale de la Terre, le plan causal à l'intérieur de notre planète, correspond approximativement à la taille de la Lune, si nous le rapportons à notre métrique du plan physique. Il a également été suggéré que la taille de la Lune n'est pas du tout accidentelle. Bien que je connaisse aujourd'hui les éléments réels concernant la Lune, son origine, ce qu'elle représente et les raisons de sa présence dans le ciel à côté de notre planète, je n'avais pas ces connaissances à ce moment précis. Les détails de ces questions seront présentés dans le prochain volume. Cependant, ce que l'on m'a expliqué, c'est que l'esprit de notre planète souhaitait avoir un reflet miroir d'elle-même, et dès son apparition dans le ciel, cette lune était ce miroir, notamment, en raison de sa forte nature féminine. Ainsi, les informations qui parviennent à la Terre sont en quelque sorte contrôlées par la surface de la Lune. C'est une expérience extraordinaire, au niveau macrocosmique et céleste, que tous ces éléments, provenant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la planète, soient réunis dans la Terre. Cette expérience m'a fait comprendre intuitivement que les implications pour notre planète sont en fait beaucoup plus profondes et complexes que la simple formation d'un corps céleste ou l'apparition de la vie à sa surface. Après cette dernière présentation, les images ont été interrompues, et les deux hommes d'Apellos, qui avaient tous deux assisté avec attention à mon voyage, m'ont dit qu'ils avaient pour consigne de transmettre les informations pertinentes. J'étais cependant légèrement perplexe, étant donné la raison pour laquelle j'étais venu, à savoir que je voulais recevoir des informations sur le cristal manquant de la chambre occulte en Irak. Au moment où je m'apprêtais à en parler, et à évoquer la façon dont mon expérience de l'observation de la section transversale de la Terre pouvait éventuellement résoudre ce problème, le chef d'Apellos me répondit que cela pouvait se réaliser, grâce au casque que je portais. « C'est notre cadeau pour vous », a-t-il dit. « Il vous aidera à résoudre le mystère entourant le siège en Irak et son cristal. Il vous suffit de saisir la nature de ce cristal. » En entendant cela, j'ai ressenti une profonde émotion et une extrême gratitude, car je ne pouvais pas imaginer qu'une telle pièce de technologie avancée nous soit laissée pour notre usage. Ce fut un grand geste, qui me fit apprécier bien davantage notre amitié. Avant de partir et de se dire au revoir, l'homme d'Apellos m'a dit qu'il y aurait 2 autres visites que je devrais faire là-bas, et ce, selon les informations qu'il avait reçues de la hiérarchie, les sages d'Apellos. Il m'a révélé que ces visites étaient destinées à me fournir des informations importantes sur le passé inconnu de l'humanité, afin qu'il puisse être porté à la connaissance du public de manière cohérente et claire. Il m'a également indiqué les jours et les heures exactes où ces rencontres auraient lieu, et a précisé que j'aurais une agréable surprise lors de la rencontre. C'est ainsi que se termine cette seconde partie concernant le premier chapitre, lié à la série Découverte au Busagie. Prochainement, nous écouterons le second chapitre intitulé « L'illusion de la Terre plate ». C'était Projet Révélation, et on se retrouve au prochain épisode.